Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Cocoon ASMR and More. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alison, je suis belge et j'ai cette chaîne d'ASMR depuis maintenant plus de 2 ans et demi, sur laquelle je partage aussi des vidéos ASMR, mais pas que, comme je le dis souvent. J'aime partager des vlogs, j'aime partager des choses de mon quotidien quand j'en ai l'occasion, des voyages, des week-ends ou autres. Et voilà, donc l'ASMR aussi. Et c'est la toute première fois que je fais une vidéo face cam, mais dans une version autre que l'ASMR, donc une version tout à fait classique, à la voix normale, parce que j'ai envie d'aborder certains sujets avec vous que je ne me vois pas aborder forcément en version ASMR. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas forcément autour de soi, ou en tout cas on en entend soit pas souvent parler, ou alors on en entend parler mais on n'en tient pas plus compte que ça. Et je comptais vous parler en fait de la grossesse, d'une grossesse qui se passe pas forcément bien, douloureuse, et voilà, donc en résumé mon histoire en fait, hein, comment j'ai vécu ma grossesse. Et je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous parle de la maternité, comment j'ai vécu la naissance de mon fils jusqu'à ses 18 mois, donc jusqu'à maintenant, comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas, que ces sujets vous plairont. N'hésitez pas à me faire part d'autres sujets si vous en avez envie. Je les aborderai avec plaisir avec vous, sans tabou. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, il y a déjà maintenant plusieurs années que j'avais arrêté ma pilule, donc je pense que c'était au mois d'août en 2015. Je vais vous parler franc jeu, je vais vraiment pas je vais pas peser mes mots dans ce que je vais dire, donc j'espère que je vais choquer personne, mais je vais juste parler clairement, voilà, sans tabou comme je vous dis, parce que ça ne sert à rien, je trouve, de chercher des mots pour que les choses passent mieux. Ou voilà, je préfère être peut-être un peu plus cru, poli, cru, mais que ça, voilà, que vous vous sentiez bien à travers cette vidéo et que ça puisse aider d'autres personnes. Donc je continue ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc j'ai arrêté ma pilule en août 2015. À ce moment-là, je n'étais pas encore mariée, et mon mari et moi on envisageait déjà à ce moment-là d'avoir un enfant. Et j'ai attendu plusieurs années, enfin, plusieurs années se sont passées avant que je tombe enceinte. Alors on ne trouvait pas de cause à ce problème. Tout ce qu'on trouvait à me dire, c'était juste d'avoir des rapports et que ça allait bien se faire à un moment, mais parfois il y a peut-être un problème dans la matrice, hein. Donc voilà, il faut chercher la cause, il faut peut-être parfois voir différents gynécologues, différents spécialistes qui peuvent mettre un mot sur ce que vous avez. En tout cas, j'ai vu plusieurs gynécologues à l'époque, et bon, voilà, ça s'est pas bien passé honnêtement. Donc j'ai arrêté ma pilule en 2015. Entre-temps, le temps a passé, nous sommes mariés, on a continué à partir en voyage, on a fait beaucoup de choses. Et je voyais ma trentaine arriver tout doucement. Je m'étais dit, j'ai quand même cette envie de devenir mère, mais voilà, il y a une pression aussi côté privé. Ça, ce n'est pas négligé parce que beaucoup de personnes comment dire, sont poussées parfois par les parents ou d'autres membres de leur entourage ou des amis qui viennent un peu mettre la pression sans savoir forcément s'il y a un problème ou pas. Nous force, soit nous oblige à avoir des enfants sans connaître les éventuels risques ou l'envie du couple. Voilà, ça touche à tout et c'est pas facile de se dépatouiller de ça et de faire abstraction, et je trouve que ça met une pression supplémentaire, surtout déjà quand on veut un enfant. Et quand on n'en veut pas, c'est bien chiant, hein. On a vraiment envie d'envoyer péter toutes ces personnes qui parlent de gosses et qui n'ont pas forcément envie d'en avoir, ou alors, comme je dis, qui ont des soucis, qui veulent vraiment avoir un enfant, mais qui ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ont, tant l'homme que la femme, parce que le problème peut venir des deux, de l'un ou de l'autre, ou comme je dis, des deux personnes. Voilà. Alors pour mon cas, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait plusieurs gynécologues et il s'est avéré que voilà, enfin, on n'a rien trouvé de particulier à part me mettre un soupçon d'endométriose, mais que je n'ai pas. Et un jour, je suis allée chez un spécialiste. Excusez-moi, je vous zozote un peu.
Un jour, je suis allée chez un spécialiste qu'on m'a recommandé. Je pense que c'était ma belle-mère qui m'avait parlé de ce personnage. Un monsieur qui est herboriste du côté de Jambes. Donc en Belgique, je crois que Jambes c'est du côté de Namur, si je ne me trompe pas. Parce que je ne connais pas très bien certains coins. Donc veuillez m'excuser à tous les Belges qui me regardent. Je crois que voilà, ça, oui, c'est du côté de Namur en effet. Mais voilà, j'ai eu un petit bug, c'est pas grave. Donc j'en viens à l'herboriste et ce monsieur chez qui on m'avait recommandé d'aller est tout simplement formidable. C'est un monsieur donc, qui est herboriste et qui pose un diagnostic sur ce que vous avez. Voilà. Donc il vous reçoit dans son cabinet. Je n'ai plus son nom. Je ne sais même pas s'il pratique encore pour vous dire. Mais voilà, donc il m'a diagnostiqué, j'ai un petit peu expliqué forcément donc, mes problèmes. Ce monsieur est justement réputé pour pouvoir aider les personnes à avoir un bébé. Et ça a été notre cas. Donc voilà, donc je suis allée le voir et il m'a demandé donc mes problèmes, où ça en était, à mon mari aussi. Il nous a demandé à tous les deux comment ça se passait, depuis combien de temps on essayait d'avoir un enfant. Et il a essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire comme préparation pour pouvoir nous aider, en tout cas aider notre corps à pouvoir procréer. Voilà. Donc en résumé, c'est un espèce de druide, hein, je vais dire ça comme ça. Mais c'est la vérité. Donc il m'a demandé de m'allonger sur une table d'auscultation et il a fonctionné par, comment dire, c'est comme un magnétiseur, vous voyez, il pose ses mains au-dessus de vous et il essaie de détecter un petit peu ce qui se passe, ce qui pourrait éventuellement se passer, qui ne fonctionne pas bien dans votre corps. Et il s'est arrêté au niveau de l'abdomen chez moi et il m'a annoncé que j'avais une ptose. Donc une ptose, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les termes médicaux, en fait c'est une chute, donc une chute d'organes chez moi. Donc j'avais vraiment au niveau intestinal donc une ptose, donc une chute d'organes qui reposait sur mon utérus. Et à chaque fois que j'étais censée tomber enceinte, en fait, sans le savoir, sans m'en rendre compte, je faisais une fausse couche. Voilà. Donc, et en effet, une des dernières fois, j'avais remarqué, bien presque un an avant de vraiment attendre mon fils, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal lorsque j'étais passée à la toilette et j'avais eu des douleurs et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans la cuvette qui n'était pas comme d'habitude et voilà, et je me suis doutée que c'était bien une fausse couche parce que le monsieur venait de m'expliquer. Veuillez m'excuser, je risque d'être un peu rapide quand je parle, toutes mes excuses, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'essaie de fluidifier un petit peu mon débit, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai peur que la vidéo prenne trop de temps et que ça vous lasse. Donc voilà, donc ce monsieur a mis un mot sur ce que j'avais, donc une chute d'organes qui surchauffait du coup l'utérus, et comme il y avait une surchauffe de l'utérus, je ne parvenais pas à tomber enceinte. Et donc du coup il a fait faire par sa femme une préparation de tisane, donc sous forme de tisane, et des gouttes à prendre. Par exemple, mon mari lui a eu des gouttes, c'était de l'huile de noisette ou quelque chose comme ça. C'est très drôle vu quand on imagine un peu la chose. Voilà, donc il y avait des gouttes, c'était de noisette. Et je peux pas m'empêcher de sourire quand j'y pense. Mais en même temps, ça, voilà, il faut dire les choses, ça y ressemble, hein, n'est-ce pas? Et pour moi, je sais plus, j'avais eu une préparation, je sais plus c'était laquelle. Donc j'avais un sachet de tisane à prendre très régulièrement et j'avais encore, je crois, deux formules comme mon mari, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'était exactement comme goutte, je ne sais plus, mais je les ai prises et je peux vous l'assurer, je suis allée voir ce monsieur en octobre 2017, en juin 2018, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc j'ai vraiment suivi à la lettre, ça a pris plusieurs mois le temps
je veux dire, mon corps revienne à la normale et que je puisse procréer. Hein. Je veux dire, je dis ça de façon très, comment dire, très sauvage, mais voilà, c'est ça de toute façon. Je voulais vraiment avoir un bébé. Et voilà. Et en juin 2018, je suis tombée enfin enceinte. Alors maintenant, je vais vous parler des symptômes, de qu'est-ce que j'ai ressenti, comment j'ai su que j'étais enceinte. Ça a été très vite en fait, ça faisait 15 jours que j'attendais mon bébé. Et l'événement déclencheur chez moi, ça n'a pas été au niveau des règles, ça a été au niveau de la poitrine. Alors, la poitrine était en surchauffe totale, ça m'arrivait, je crois que oui, ça faisait 2 semaines que j'étais enceinte. Et ma poitrine me faisait extrêmement mal, ça me brûlait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais je suis censée avoir bientôt mes règles. Et je ne comprends pas ce qui se passe, ça me brûle, j'ai jamais senti en normal, je ne sais pas ce qui se passe. Donc je vais attendre de voir le moment, le bon moment où je suis censée les avoir. Si je ne les ai pas, je vais faire un test. Chose que j'ai faite. Et c'était un vendredi, le 13 juillet 2018. J'ai effectué un test le matin avant de partir travailler et il est devenu positif. Ensuite, ce jour-là, j'avais pris congé l'après-midi et je suis allée en racheter un plus précis à la parapharmacie qui indiquait vraiment de combien de temps j'étais enceinte. Et voilà, j'ai su que j'étais enceinte de 2-3 semaines, comme je vous l'ai dit. C'était une très grande et belle surprise pour nous parce que c'est vrai quand vous voulez devenir parent et que ça y est, c'est le moment, il est enfin là, c'est émouvant, voilà, on s'en souvient, je vous l'assure, ça a porté ses fruits, voilà, le traitement que j'ai suivi a vraiment porté ses fruits et comme quoi il ne faut jamais désespérer, mais n'hésitez pas à aller voir des spécialistes parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider et il faut vraiment... quitte à faire plusieurs médecins, il faut vraiment aller voir plusieurs personnes, quitte à s'orienter comme moi vers des méthodes naturelles. Voilà, parfois ça peut vous aider aussi, donc ne pas négliger ça. Alors, j'en reviens aux symptômes. Je risque de m'éparpiller un petit peu dans cette vidéo parce que voilà, honnêtement, je n'ai rien préparé. Je vous parle de A à Z, donc de comment qu'est-ce que j'ai eu avant de tomber enceinte et maintenant ma grossesse. Donc voilà, donc j'ai eu ces fameuses douleurs à la poitrine, ensuite j'ai su que j'étais enceinte et directement, juste après avoir su que j'étais enceinte, j'ai commencé à gerber durant le premier trimestre, voilà. Et je peux vous dire, ça a bien duré 3 mois, c'était horrible, donc tout y passait. Je déjeunais, il fallait que je vomissais, je mangeais le midi pareil, le soir pareil, parfois je me levais la nuit pareil, ou avant d'aller dormir, je vomissais aussi. C'est pas gai, c'est pas cool, honnêtement votre estomac est constamment brûlant, il y a des femmes chez qui n'ont pas ce genre de désagréments, d'autres que oui, et moi j'ai fait partie de ces femmes-là. Oui, c'était pas cool, hein. On pouvait manger de tout et n'importe quoi, ça n'allait pas, en plus vous devez faire attention de façon très restrictive à votre alimentation. Et quand vous aimez les sushis par exemple, ou encore le filet américain pour les Belges qui me suivent, eh bien vous ne pouvez pas. Voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile de tenir, mais bon, oui, c'est que 9 mois, mais enfin, c'est vrai qu'il y a cette frustration qui est là et c'est pas cool, hein, mais il faut y passer. Voilà, il n'y a pas le choix pour protéger le bébé et pour éviter de contracter la toxoplasmose, parce qu'il y a des femmes qui le contractent pendant la grossesse et ça peut être dangereux pour le bébé. Et quoi qu'il en soit, il faut vraiment faire gaffe à ce que vous mangez durant votre grossesse parce que ça peut avoir un impact sur tout, autant sur votre bébé que sur vous aussi, forcément, vu que vous le portez. Hein. Donc voilà, j'ai eu ces vomissements pendant les 3 premiers mois. J'étais allée voir ma gynécologue habituelle. Donc j'ai commencé par faire, donc, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait faire une prise de sang. Que j'adore, je suis dingue des prises de sang, je vous assure, j'ai vraiment trinqué hein, pendant ma grossesse. Pour ceux qui n'aiment pas, qui ont la phobie des prises de sang, moi c'est mon cas aussi, et c'était vraiment pas de gaieté de cœur, mais voilà, bon, je l'ai fait, ça a été pénible, mais je l'ai fait quand même. Donc j'ai dû en faire une pour confirmer que j'étais enceinte. Ensuite j'ai eu mon premier rendez-vous chez la gynécologue,
Et là, j'ai pu écouter son petit cœur, tout se passait bien, sans problème et tout. Et j'ai su que j'étais, comment dire, mon groupe sanguin est un A rhésus négatif. Voilà. Alors, quand le rhésus est négatif, surtout chez les groupes sanguins A négatifs, c'est problématique parce que pour une première grossesse, l'enfant risque très souvent de tenir de son papa, donc prendre le rhésus de son père. C'est souvent le cas. Par contre, si vous attendez un deuxième enfant, en tout cas, moi je ne fais que vous répéter ce que l'on m'a dit. Et ce que beaucoup de spécialistes m'ont dit, c'est que quand vous avez un rhésus négatif, c'est problématique pour le deuxième enfant parce que c'est une grossesse qui est à risque, qui est scrutée à la loupe et pour laquelle vous allez devoir subir, peut-être pas plus souvent prise de sang, mais surtout des amniosynthèses et ce genre de choses. Et franchement, si vous n'êtes pas prête à... Et si vous êtes sensible, en tout cas, à ce genre de choses, vous n'avez pas le domaine médical et qu'on vous chipote et tout ça, et surtout, quand sachant qu'à la naissance, votre bébé a le sang qui est totalement changé, voilà, c'est pas gai. Voilà, et ça, il faut le savoir. Si vous avez un rhésus comme moi, un rhésus négatif, je préfère vous le dire, c'est très embêtant. Voilà. Alors, mon premier trimestre, c'est plus ou moins bien passé, enfin, à exception des vomissements qui étaient très récurrents. Ensuite vient le deuxième trimestre, ça se passe juste bien. Il a juste fallu que je change de gynécologue parce que la mienne arrivait tout doucement à sa pension. Donc j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour ça, pour qu'il y ait un autre suivi, en tout cas de ma grossesse. Et j'ai choisi d'aller dans un hôpital du côté de Charleroi, dont je ne citerai pas le nom, qui a une bonne réputation, mais comment dire, pour lequel je n'ai pas été forcément bien traitée. Alors j'ai une chouette gynécologue, mais il y en a d'autres chez qui je suis allée entre-temps avant de trouver la bonne, qui, comment dire, ont été irrespectueuses. Donc je cherchais en vain une bonne gyné. Et un jour, je suis allée chez une dame qui m'a reçue et qui devait me faire un toucher vaginal pour voir un peu où ça en était avec mon utérus. Cette dame a mis, pour celles qui sont déjà allées forcément chez gynécologue, on vous met souvent un spéculum qui vient écarter les parois du vagin. En fait, on fait souvent ça lorsque l'on fait un frottis, je fais vraiment le mouvement à la main. Voilà, donc c'est ce qu'on fait en temps normal. Et ici, là, elle avait fait un toucher vaginal et ensuite elle avait mis le spéculum pour faire un frottis pour voir si je n'avais pas contracté une candidose ou autre, je pense. Parce qu'on fait aussi ce genre de frottis lorsqu'on est enceinte. Et je vais parler de violence obstétrique, gynécologique. Cette dame ne s'est pas excusée et m'a totalement remis la faute sur le dos. Donc elle me met le spéculum et le spéculum me pince le fond du vagin. J'ai crié de douleur tellement voilà, j'étais surprise, je ne pensais pas que ça allait se refermer et que ça allait me faire si mal, et elle m'a accusée de m'être crispée et que c'était de ma faute si le spéculum s'était refermé et qu'elle n'en pouvait rien. Une chose est sûre, c'est que juste après ça, j'ai vécu, en tout cas très mal cette expérience. Je m'étais dit que je n'avais plus les aller chez cette femme, et je peux vous dire que juste après j'ai saigné pendant quelques heures. Et j'ai eu peur pour mon bébé, hein. C'est déjà compliqué, j'ai déjà eu cette complication de tomber enceinte, puis le premier trimestre qui n'est pas facile, et enfin le deuxième trimestre où voilà, on fait ce genre de choses. Bon, pour vous dire, j'ai trouvé enfin une bonne gyné seulement quand j'étais à 6 mois de grossesse, 5 ou 6 mois de grossesse. Et voilà, donc suite à ça, j'ai eu beaucoup de mal de trouver la prochaine, et j'ai fini par la trouver, et je suis contente de cette dame. J'ai ensuite eu un bon suivi et mon deuxième trimestre s'est très bien passé en dehors de ça.
J'étais bien, je me sentais féminine, je me sentais bien dans ma peau. Voilà, je me sentais vraiment bien et j'ai commencé à sentir mon bébé bouger extrêmement tôt. D'ailleurs, j'ai même posé la question à ma gynécologue qui me l'a confirmé. J'ai commencé à sentir son premier coup de pied à 14 semaines. Donc, les vomissements, on dit qu'ils durent 3 mois. En effet, à partir de 12 semaines, la 12e semaine, ça s'arrêtait clair et net. Et la 14e semaine, et la 14e semaine, j'ai senti pour la première fois mon bébé me donner un coup de pied. C'était magique. Voilà, c'était vraiment, c'est une complicité qui se crée entre vous et l'enfant, vous ne faites qu'un. Et c'est magique, en dehors de ça, c'est vraiment magique. Je vais vous parler maintenant du 3e trimestre qui a été très compliqué pour moi. Les vacances de Noël arrivent, je prends congé, voilà, les fêtes de fin d'année arrivent tout doucement. Et la nuit du 23 au 24 décembre, je perds du sang vers 2 h du matin. Et donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de 6 mois. Voilà, j'avais 6 mois de grossesse. Et je commence à ressentir, je sais pas, j'avais une gêne et au moment où je vais me coucher, il était assez tard, il était 2 h du matin, je remarque que j'ai du sang dans ma culotte en fait. Et ça commence à m'inquiéter, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, j'avais pas de douleur particulière, mais j'ai dit à mon mari, écoute, si ça ne passe pas, je vais quand même aller voir la mater, parce que j'ai contacté la maternité parce que voilà, ça ne se peut pas, c'est pas normal. Parfois ça peut arriver, vous perdiez du sang pendant votre grossesse, mais voilà, aussi fort, c'était pas normal. Bon, voilà. Donc ça c'est la première chose qui m'est arrivée, je dors, le lendemain, rebelote, je repère de nouveau du sang. Donc là je m'inquiète franchement, donc je contacte la maternité et je leur explique un peu mon problème. On m'a dit écoutez, ne cherchez pas, venez directement aux urgences, on vous prend tout de suite et on va vous analyser, on va vous faire une échographie et voir un peu ce qui se passe. Donc ce jour-là, c'était un 24 décembre, au jour du réveillon de Noël, un très beau réveillon d'ailleurs. Je me suis retrouvée aux urgences et j'ai été examinée par les sages-femmes qui, à ce moment-là en tout cas à l'époque, pendant ma grossesse, étaient sympathiques. Donc je me rends à cet hôpital, elles me font un toucher vaginal et là elles remarquent que j'ai une ouverture d'1 centimètre. Voilà, donc c'est à cause de ça que j'ai perdu du sang, mais le bébé va bien. Elles m'ont fait quand même un test pour voir si j'étais susceptible d'accoucher prématurément. Donc elles m'ont fait là aussi, je pense, un frottis. Et elles l'ont analysé et là il n'y avait pas de risque. C'est juste que, étant donné que je prenais le train pour aller travailler à Bruxelles pendant plus d'1 heure à chaque fois, enfin non, pas 1 heure à cette époque-là, je ne faisais pas d'1 heure de train, je prenais le train, mais en tout cas, je prenais le train mais pendant une bonne trentaine de minutes, ce qui était suffisant pour, rien qu'en mouvement, faire quelque chose au niveau de l'ouverture. Donc je n'avais pas de décollement, j'avais juste une ouverture d'1 centimètre qui s'était provoquée à cause de ça, donc j'ai dû être mise au repos. Donc j'ai profité des vacances de Noël pour me remettre un peu, essayer de me reposer et me préparer à notre futur déménagement. Donc voilà, cette histoire-là a fini par passer. Tant que le bébé allait bien, tout se passait bien, ma grossesse s'est poursuivie tout à fait normalement. Et jusqu'au jour où voilà, on déménage, on a déménagé au mois de janvier et si je me souviens bien, il me semble que c'était le 21 janvier 2019. Donc on a emménagé chez mes beaux-parents. Et donc le week-end se passe bien. J'ai pas fait non plus des efforts de dingue, sachant que j'étais quand même enceinte de 7 mois. Donc j'ai évité d'en faire trop. Et malgré tout, en fait, ce week-end-là, je ne me suis pas sentie bien. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du dos. C'est arrivé en fait un dimanche soir. Et je remarquais que j'avais vraiment une gêne, je ne me sentais pas bien. Plus le bébé qui bougeait, je ne comprenais pas. Je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Et les douleurs dans le dos s'intensifiaient, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Et la nuit de dimanche à lundi, c'était insupportable. Donc j'ai commencé à faire du télétravail le lundi parce que mon boulot me l'avait autorisé, en tout cas quand j'étais enceinte, pour éviter de faire un maximum de trajets. Et je commence mon télétravail et là, les douleurs s'intensifient. Je dis à mon mari que je ne peux pas rester comme ça, qu'il faut absolument aller aux urgences parce que ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout. Il fallait absolument voir un médecin et qu'on m'ausculte et voir ce qui se passait parce que je ne le sentais pas. Donc ce jour-là, ce lundi-là, nous sommes allés aux urgences. On y est resté plus de 8 heures. Je ne vous dis pas à quel point j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Parce que mon ventre grossissait et grossissait et il y avait cette douleur qui me pesait, je ne savais quasi plus marcher et c'était vraiment intense. À un tel point, j'avais vraiment du mal de bouger. Donc mon mari devait vraiment m'aider pour marcher. Je me dandinais parce que parfois la démarche d'une femme enceinte change en fonction du ventre, en fonction de votre grandeur aussi. Parfois ça peut peut-être jouer, je ne sais pas, mais en tout cas chez moi, plus mon ventre grossissait, plus je me dandinais. Voilà, donc ça a fait d'autres problèmes aussi dont je vais vous parler après. Voilà, un petit instant, je vais boire un petit coup d'eau. Donc aux urgences, j'attends des heures, une éternité avant d'être auscultée. On me fait une prise de sang. Ensuite, on analyse mon dos. On essaie de regarder mon dos, pardon. On essaie de voir un peu si il y aurait un problème au niveau des reins. Mais je sentais bien que c'était au niveau des reins que ça se passait. Et c'était pas une douleur dorsale, rien qu'à cause du poids du ventre. C'était vraiment une douleur gênante qui était pour moi néphrétique, voilà. Donc les heures passent, on m'ausculte, on ne voit rien de particulier, mais je continue de me plaindre de la douleur. On me dit écoutez madame, on vous a fait des examens, on ne voit pas ce qui peut y arriver d'autre. J'ai dit écoutez, est-ce qu'il y a moyen de faire, s'il vous plaît, une échographie ou quelque chose comme ça, parce que je sens que c'est au niveau des reins que ça ne va pas. Et on m'a enfin octroyé, on m'a enfin laissé l'opportunité de faire une échographie des reins. Et lors de l'échographie, je ne vous dis pas la tête du gars, il m'a dit madame, écoutez, il faudra que vous preniez quand même du Dafalgan, du paracétamol. Il dit si ça ne va pas, revenez parce que voilà, on voit que ça ne va pas. Et en fait, pour vous expliquer tout ça, donc le lendemain, je retourne chez mes beaux-parents, parce que c'est là que j'ai commencé à loger durant la fin de ma grossesse. Je retourne chez eux, je prends du Dafalgan et je ne pouvais pas y aller au niveau des doses, hein, vu que j'étais enceinte, donc je ne peux pas prendre tout n'importe quoi. Et malgré la prise de calmant, la douleur était insupportable, elle était vive. Puis après, ça a commencé à aller mieux durant la nuit. Et rebelote, le mardi, ça c'est revenu plus intense encore que la veille et que le jour encore avant. Et j'ai dit à mon mari qu'il fallait absolument qu'on retourne aux urgences de nouveau parce que ça n'allait vraiment pas. Il fallait vraiment que je sois auscultée de nouveau et qu'on regarde un peu ce qui se passe au niveau des reins. Donc je suis retournée aux urgences. Là de nouveau, j'ai encore attendu une bonne heure et demie pour ce qui est rapide pour les urgences. Et là, on m'a de nouveau examiné, comme on m'avait fait 2 jours auparavant. Et on m'a dit, écoutez madame, votre rein est prêt à éclater. Et donc du coup, il faut qu'on vous opère d'urgence demain matin. Donc je suis passée en urgence le lendemain pour la pose d'une sonde double J. Faut savoir, c'est que la nuit, donc le jour où je suis revenue aux urgences, je suis restée donc à l'hôpital. J'ai eu une chambre, à la maternité. Et j'ai passé une nuit horrible. Mais quand je dis horrible, je ne sais même pas vous décrire la douleur tellement c'était intense. Pour les personnes qui ont déjà eu des pierrots au rein, vous savez très certainement de quoi je parle. Mais là, enceinte, plus un rein qui est prêt à éclater, non pas parce que c'est obstrué, hein, c'était vraiment parce que l'utérus ayant pris tellement de place que le canal qui mène vers le rein se bouchait. Et ça faisait en sorte que ça faisait des douleurs extrêmement atroces et le rein était prêt à éclater.
Donc voilà, comme je vous dis, j'ai passé une nuit d'enfer. C'était horrible. Mon mari reste avec moi toute la nuit d'ailleurs. Il a été avec moi tout le long, merci Seigneur, parce que franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui, sans son aide, parce que il a été précieux tout au long de ces péripéties. Et cette nuit-là a été abominable. J'attendais qu'une chose, c'était d'être opérée en fait. Et ça a été, je vais dire peut-être même encore plus dur après, mais voilà. Donc j'ai passé une nuit horrible, j'ai pas arrêté non-stop de sonner toutes les heures aux infirmières, voire toutes les 30 minutes pour les infirmières de nuit. En plus, comme j'étais à la maternité, évidemment, les pauvres, elles ne sont pas nombreuses. Et en plus, elles couraient d'un côté à l'autre parce que fatalement, il y a des femmes qui avaient déjà accouché et les bébés pleuraient de chaque côté. Donc voilà. Et pour ma part, j'étais pas dans le bon service. On m'avait mis à la maternité parce qu'il y avait une opportunité là-bas, mais normalement, je devais être comment dire, dans le service d'urologie, voilà, tout simplement. Ce qui est logique, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc cette nuit a été horrible. Le matin arrive et là j'étais épuisée. Ils sont venus me chercher, les infirmiers et les médecins sont venus me chercher. Et on m'a annoncé qu'on allait donc me poser cette sonde double J. On m'a expliqué comment ça allait se passer, qu'il n'y avait pas de nécessité d'avoir une anesthésie, juste que voilà, c'était plus gênant qu'autre chose, hein. Donc j'étais entourée d'hommes, je vous dis pas, tous des jeunes hommes, limite tout droit, tous, hein, sortis de séries américaines. Je vous dis pas à quel point j'ai été gênée. Mais bon, voilà, ils sont là pour apprendre, donc voilà, hein, quand c'est comme ça, il faut mettre un petit peu sa fierté de côté. Et voilà, la priorité c'était de sauver le bébé, me sauver aussi parce qu'on pouvait passer de l'autre côté tous les deux, ou l'un ou l'autre. Si le rein éclatait, c'était une catastrophe. Donc voilà, je passe au bloc et là j'ai demandé d'avoir un sédatif parce que je n'arrivais pas à... Je supportais pas le... J'avais cette gêne en fait, lorsqu'on était en train de me mettre la sonde double J jusqu'au rein. Je sentais en fait ce qu'on était en train de me faire, je sentais mon bébé bouger dans mon ventre pendant la manipulation et j'ai demandé à l'anesthésiste de faire quelque chose. Donc je vous assure, j'ai un petit peu perdu connaissance. Et je suis un peu revenue à moi dans la salle de réveil, hein, et voilà, donc sur le moment, j'étais quelque peu dans le gaz, le bas était justement un peu endormi, mais pas trop parce que le bébé était là et forcément on ne peut pas vous donner tout et n'importe quoi, comme je vous l'ai expliqué lorsque vous êtes enceinte, vous devez faire très attention au niveau des médicaments. Et donc là, je reviens à moi tout doucement, j'avais une couverture chauffante, ça se passe relativement bien, je me dis que c'est fait, le plus gros est passé, que je ne vais plus avoir mal, hein, que je supporterai surtout la sonde. Donc là, je reviens dans ma chambre. Ensuite, j'ai prévenu mon mari que j'étais revenue parce que lui, entre-temps, était parti pour je ne sais plus trop bien quoi. Je crois que c'est parce que la maison était en vente de l'autre côté, il était parti, enfin, soit, parenthèse. Et dans l'après-midi, l'anesthésion ne faisait plus effet et là j'ai commencé à sentir cette sonde. Alors c'est une sonde qu'on m'a mise forcément pour nous sauver, mon bébé et moi, mais si vous n'avez jamais eu de sonde urinaire, donc qui va en tout cas de la vessie jusqu'au rein, je vais essayer de vous mettre une image quelque part par ici pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est extrêmement gênant. Vous avez cette sensation de cystite, hein, de petites brûlures en fait. Et en fait, comment je vais vous expliquer, vous avez des crochets de part et d'autre de la sonde et ça titille la vessie et ça vous donne cette envie d'uriner non-stop. Voilà, c'est très gênant et vous êtes à la toilette toutes les 5 minutes, c'est simple, c'est horriblement gênant, ça fait mal. Et si vous vous contractez parce que ça vous gêne, eh bien vous allez sentir d'autant plus et c'est vraiment, vraiment pénible. Et j'ai dû vivre comme ça, avec ma sonde, de janvier jusqu'au mois de mai. Donc même après mon accouchement, j'ai dû attendre que mon ventre se remette et de me remettre un peu de mon accouchement pour pouvoir enlever cette chose. Voilà, c'est une douleur que là aussi, je ne sais pas vous décrire, c'était vraiment différent en effet de la douleur que j'avais au niveau des reins, parce que là, cette douleur était horrible.
mais le fait d'avoir un corps étranger en soi, c'est voilà, ça aussi c'est compliqué, c'est très compliqué à vivre. Et avec la douleur, eh bien, comme je dis, vous vous crispez en fait. Et vous avez le muscle au niveau de la vessie, vous avez ce crochet de la sonde. Et en fait, en se contractant, ça se touche. Et non seulement ça vous blesse, parce que donc, vous perdez du sang parfois en urinant, vous avez du sang dans vos urines, mais voilà, vous avez constamment envie d'aller à la toilette. Voilà. Pipi tout le temps, c'est vraiment pénible. Et vous avez ça pendant le restant de votre grossesse et encore parfois après. Voilà, comme je dis, ça a été mon cas. Donc j'ai dû subir ça, comment dire, donc jusque mai. Entre-temps, voilà, ma grossesse, donc mon dernier trimestre, à cause de ça, ne s'est pas bien passé parce que j'avais beaucoup de mal. Ça faisait très mal parce que le bébé bougeait beaucoup, hein, donc il avait quand même pas mal de place, il y avait beaucoup de liquide et jusqu'au bout de ma grossesse, il y avait pas mal de liquide encore autour de lui, donc il bougeait quand même beaucoup et avait cette fâcheuse tendance de me donner des coups de pied dans la sonde. Ça me faisait extrêmement mal. Et bon, évidemment, si ça me faisait mal, je contractais, donc du coup je sentais la sonde, et donc du coup je devais uriner, parfois j'avais cette sensation de brûlure, enfin c'était vraiment comme ça tous les jours, et ça me faisait tellement mal la nuit, plus le poids de mon ventre, que je dormais parfois par nuit, le maximum que je pouvais dormir c'était 1h30. 1h30 de sommeil par nuit, je vous dis pas, fin de grossesse, à quoi je ressemblais, c'était une catastrophe, j'en ai énormément souffert. J'ai voulu avoir aussi cette préparation à l'accouchement, donc j'ai fait le choix de suivre des cours de natation préparatoires à l'accouchement, soit par césarienne, ou en tout cas c'était surtout préparatoire pour l'accouchement par voie basse, donc classique, hein, on va dire. Mais le peu que j'y suis allée, oui, quand vous êtes dans l'eau, ça vous fait beaucoup de bien parce que vous sentez légère, sauf quand vous ressortez, vous pesez 2 fois votre poids, donc ça c'est encore compliqué aussi. Et mon ventre était tellement lourd, pourtant je n'ai pris que 8 kilos, mon ventre était tellement lourd, j'étais tellement mal avec cette sonde qu'à 2-3 reprises j'ai failli me noyer alors que je sais nager, je vous assure c'était vraiment pénible, donc j'ai décidé de ne plus y aller du tout. Et pour couronner le tout, hein, mes mois avancés, on s'est rendu compte qu'au 8e mois, mon bébé était en siège. Donc on s'est dit que dans les prochaines semaines qui allaient arriver, il risquait de se retourner, ce qui est tout à fait normal. Parfois, ça arrive parfois la veille, vraiment 9 mois, la veille, l'enfant se retourne au dernier moment et ça y est, il arrive. Donc voilà, mais chez moi, ça n'a pas été le cas. Donc j'avais aussi eu l'opportunité d'aller voir un ostéopathe qui aurait pu en tout cas m'aider à débloquer certaines petites choses coincées, hein, donc au niveau de la nuque, au niveau du bassin. Ça fait beaucoup de bien. Malheureusement, ça n'a pas servi à faire de la place à mon bébé au niveau du bassin et au niveau de la colonne. Ça n'a pas aidé mon fils à se retourner. En tout cas, je pense qu'il était très bien comme ça. Et mon fils est venu par césarienne, donc elle a été programmée un 18 mars, un des plus beaux jours de ma vie. Et ce jour-là aussi, ça a été, comment vous dire, la césarienne, ça a été quelque chose d'extrêmement angoissant pour moi. Voilà, c'était une étape que je ne voulais pas vivre dans ma vie de femme. Je me voyais accoucher tout à fait normalement, comme n'importe quelle femme qui a porté un enfant durant 9 mois. Et bien, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bon, évidemment, les césariennes sont très courantes, mais bon, on ne va pas se voiler la face. L'accouchement fait toujours peur, que ce soit par voie basse ou par une autre façon, ça fait peur. Et je peux vous dire que les césariennes, elles sont très bien faites maintenant, les cicatrices sont très discrètes. Et ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai eu plus de peur, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai eu très peur et au final, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été extrêmement bien entourée de par ma gynécologue, de par l'équipe médicale. Ce jour-là, je suis venue, donc ce lundi, j'avais l'espoir de savoir que mon bébé s'était retourné et après échographie, il s'est avéré qu'il était toujours en siège et que j'allais y passer ce jour-là. Voilà, donc...
J'ai dû me préparer, on a préparé les vêtements du bébé. Je ne sais même pas vous dire, c'est bizarre comme sensation, surtout quand c'est votre premier. Je ne sais pas pour un deuxième, parce que je n'envisage pas du tout, avec tout ce qui s'est passé pour moi, je n'envisage pas du tout d'en avoir un deuxième, du tout. J'aime mon fils, j'en ai qu'un et ce sera comme ça, et c'est très bien comme ça. Mais ça fait bizarre de venir, vous partez à deux, vous revenez à trois, quoi, c'est magique. Je n'ai pas de mots, donc voilà, juste avant de partir au bloc, on prépare les vêtements du bébé. Moi je porte une robe de chambre, je suis totalement nue en dessous, hein, et on m'embarque au bloc opératoire. Mon mari attend dans la chambre qu'on vienne le chercher avant de partir au bloc, parce que moi on devait me préparer, on devait me faire la péridurale. Ah oui, une petite précision que je ne vous ai pas dite juste avant, c'est quand on m'a posé la sonde, j'ai complètement oublié, j'ai eu une anesthésie, hein, donc j'ai eu une rachiesthésie, si je ne me trompe pas, ou alors je vous montrerai le bon nom en dessous, excusez-moi si j'ai stropé le nom, mais on m'a fait une anesthésie, quelque chose comme ça, voilà. Donc j'avais bien le bas qui était endormi, mais j'avais demandé en plus un sédatif parce que je me sentais pas bien, voilà. Et pour la césarienne, j'ai eu une péridurale, je n'ai pas vu la taille de l'aiguille, il paraît qu'elle est impressionnante, mais je vous avoue que j'ai une peur bleue tellement forte, hein, j'ai une peur tellement puissante des aiguilles que je n'ai pas regardé. J'avais la trouille, je n'ai pas arrêté de pleurer. En fait, dès qu'on m'a dit qu'on venait me chercher pour m'embarquer au bloc, j'ai pleuré du début jusqu'à temps que mon bébé soit là. Voilà, c'était un moment... je ne sais pas vous expliquer, mais c'était incroyable. Voilà, et c'est difficile quand vous avez peur comme ça, c'est très dur de se contrôler, mais vous savez que vous n'avez pas le choix, il faut qu'il sorte, donc il faut y aller. On m'a fait la péridurale, donc ça fait une grosse pincette, cette sensation, oui, c'est vraiment ça, une grosse pincette. On vous allonge sur la table d'opération et on vous met les bras en croix, donc on vous sangle les bras et on vient vous mettre une perf sur un des deux bras. Je pense que c'était le droit que l'on m'a, là on m'a mis une perfusion, je pense. Et voilà, donc une fois que tout est prêt, vous avez une magnifique charlotte sur la tête, vous avez votre robe de chambre qui est bien soulevée, vous avez un champ opératoire, parce qu'évidemment c'est pas cool de voir ce qui se passe de l'autre côté. Enfin moi je préférais ne rien voir, de toute façon c'est d'office, vous avez un champ opératoire. Mon mari est arrivé, c'était mon Dieu. Et tout le long de l'opération, en fait, je les regardais dans les yeux et ils me rassuraient. On parlait de vacances, on parlait de nos projets après avec notre bébé et tout ça. Et là, ensuite la gynécologue m'a informé qu'elle avait déjà coupé la première couche de peau, parce que vous en avez plusieurs avant d'arriver au bébé. Et c'était incroyable parce que je sentais rien, mais vraiment rien. Je dis ça parce que j'ai déjà connu une fille en tout cas qui n'était pas bien anesthésiée et elle a senti ce qui se passait. Hein, donc c'était assez dramatique. Hein. Mais non, elle était très bien faite et je vous assure que vous ne sentez même pas, je peux vous l'assurer, vous ne sentez même pas qu'on est en train de vous ouvrir en fait. Et voilà, après elle me dit voilà j'arrive à l'utérus madame, hein, il arrive. Hein, c'est vraiment un moment émouvant. J'ai pas de mots. Et voilà, donc après il est arrivé, je l'ai entendu hurler hein, à plein poumon et on me l'a montré par-dessus le champ. Et ensuite, j'ai juste eu le temps de l'embrasser et mon mari est parti avec lui pour qu'on lui fasse sa toilette, pour qu'on le pèse. Et voilà, hein, donc qu'on lui fasse ses premiers petits soins, qu'on lui mette son pyjama. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, on était en train de me recoudre. Donc j'ai envie de vous dire, j'étais quand même bien secouée. Donc comme je dis, je le répète, franchement, je n'ai rien senti, je préfère vous le dire, ça, vous ne sentez incroyablement rien, vous ne sentez strictement rien. Si vous avez peur, je vous dis quand même, mais si la péridurale est bien faite, vous n'allez rien sentir du tout, vous n'allez même pas sentir que vous chipote, vraiment. Honnêtement, j'ai rien senti. Par contre, j'étais sous la table d'opération, je peux vous dire que quand ils ont cousu
comment dire, couche par couche, j'étais secouée dans tous les sens parce qu'il tirait en fait sur chaque peau, chaque couche de peau pour recoudre tout ça. Voilà. Donc je suis désolée des détails, mais je préfère quand même vous dire comment ça se passe. Comme je vous ai dit, c'est sans tabou, je préfère vous parler franco, plutôt que de vous faire miroiter tout et n'importe quoi, vous dire que je n'ai pas eu mal du tout, non, je préfère être cash. Je vous le dis clairement, parfois certaines femmes ont des agrafes, d'autres ont des points qui se résorbent, moi c'est ce que j'ai eu. La césarienne, comme je vous ai dit, c'est extrêmement bien passé. Par contre, j'ai vu le carnage quand on m'a transféré de la table d'opération vers mon lit. Quand j'ai vu l'état de la table d'opération, les gars, je me suis dit, mon Dieu, c'est gore. Hein, mais voilà, c'est tout à fait normal. Hein. On vous ouvre, vous perdez du sang, c'est normal. Voilà, donc ensuite, je suis allée en salle de réveil. Directement, on m'a mis mon fils au sein, parce que c'était mon choix. J'avais fait le choix d'allaiter mon enfant. Et voilà, donc il faut savoir, c'est que quand un accouchement, je préfère le dire aussi parce que beaucoup de femmes, ni d'hommes aussi, messieurs, je m'adresse aussi à vous pour que vous soyez aussi informés, je préfère le dire, hein, j'aurais peut-être déjà mis au début de la vidéo, je l'aurais pas dit en tout cas, mais je l'aurais peut-être mis, mais je m'adresse aussi à vous pour que vous compreniez un petit peu aussi comment ça se passe, hein, pour ceux pour qui ça intéresse. Mais lorsqu'une femme accouche naturellement, ben là le corps a le temps de se préparer à la naissance de l'enfant, que lorsque c'est une césarienne, le corps n'a pas encore eu, en tout cas le cerveau n'a pas encore eu l'information que le bébé venait de naître. Voilà, il est sorti tout d'un coup comme ça, le corps ni le cerveau n'ont eu le temps de se préparer à ça, et donc il faut plusieurs jours pour que le colostrum sorte. Qu'est-ce que le colostrum? C'est la première matière grasse, on va dire, hein, avant le lait maternel qui sort de votre sein. Ça a été une véritable torture. Donc j'ai directement mis mon fils au sein et on a essayé, même la nuit, on venait me réveiller. Franchement, on venait me réveiller. Je vous dis pas, la période maternité, comment dire, après mon accouchement, donc pendant ma période hospitalisée en tant que voilà, jeune maman, je venais d'accoucher, voilà, donc juste après mon accouchement, j'ai fait appel donc à une spécialiste en lactation pour un peu m'aider à me montrer comment je devais faire pour allaiter mon enfant, parce que je n'avais pas eu l'occasion de me rendre à des séances d'information. Et la nuit, on venait me réveiller pour pouvoir allaiter mon enfant, faire sortir le colostrum du sein, et c'était une torture, c'était abominable. Voilà, mais bon, j'ai voulu absolument tirer mon lait, j'ai vraiment voulu que mon fils soit nourri par moi-même. Et voilà, donc... mais sachez qu'il ne faut pas vous stresser, si vous voulez allaiter votre enfant, que ça ne vient pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, il faut juste vous laisser du temps, il faut être cool. Et je vous le dis parce que c'est vraiment par expérience. Et j'avais beaucoup de complications, je veux dire, j'avais beaucoup de problèmes de rester cool vu ce que j'avais vécu. Et même si mon enfant voilà, est né en bonne santé, que tout se passait bien, j'avais cette fatigue qui s'est accumulée derrière moi, plus la césarienne qui venait de se faire, et étant donné que j'allaitais mon enfant, je ne pouvais pas prendre non plus, hein, ça non plus on n'y pense pas, mais quand on veut allaiter et qu'on a une césarienne, on ne sait pas avoir une dose plus forte d'antidouleur, donc vous devez supporter la douleur de la césarienne qui pour moi durait 3 semaines, oui, je dirais 3 semaines, et cette sensation est, comment dire, c'est vraiment la même sensation qu'une fille, dont une fille parlait juste avant en fait, d'accoucher par césarienne. J'avais vu la vidéo d'une fille qui m'avait bien rassurée aussi, où elle expliquait que pendant la cicatrisation de sa césarienne, elle avait vraiment cette sensation par moment d'épilation. Voilà, c'est comme si on vous prenait une pince à épiler, qu'on vous arrachait à chaque fois un poil pubien. Quoi. Voilà, c'est vraiment cette secousse qui fait que voilà, vous sentez que vous êtes en train de guérir, hein, ça est en train de se remettre, mais voilà, ça lance. Et je vais pas vous mentir, maintenant ça dépend de tout à chacun, bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais une césarienne, ça fait mal. Celle qui me dit qu'elle n'a pas eu mal après sa césarienne, soit que les gars, vous êtes
vous êtes des warriors, clairement vous êtes des warriors, ou alors vous bluffez total, c'est pas possible, parce que franchement, une césarienne, ça fait mal. Voilà, maintenant comme je dis, si vous avez fait le choix aussi de ne pas allaiter après votre césarienne et de directement passer au lait en poudre, ben voilà, peut-être que vous avez nettement eu moins mal, vous aviez pu prendre des antidouleurs nettement plus forts, que moi je n'ai pas pu, je ne le savais pas, que c'était aussi dû à ça. Donc comme j'étais en train d'allaiter, je ne savais pas que j'avais des antidouleurs moins forts, ce qui est tout à fait logique en même temps, mais je vous assure, sur le moment, je n'y ai pas pensé. Et oui, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Et lorsque vous rentrez, en tout cas en étant hospitalisé et une dizaine de jours après avoir accouché, enfin en tout cas après être rentré chez vous, en tout cas en Belgique c'est le cas, on vous fait des injections dans les bras ou dans les jambes pour que vous évitiez les phlébites. Voilà, parce que ça peut arriver après avoir eu une césarienne. Donc vous avez des injections à ce moment-là dans chaque jambe. Au début ça se fait dans les cuisses, une cuisse chaque jour différente. Et après ça se faisait aussi dans les bras, je pense. Oui, c'est ça. Donc après être rentrée de mon accouchement, j'ai eu aussi un suivi médical où j'avais des injections. Voilà. Donc au niveau de la grossesse et de l'accouchement, je vous ai un peu expliqué. Donc je vous ai expliqué l'avant, le pendant et l'après. C'est beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup souffert. Je suis triste de ne pas avoir eu une grossesse magnifique. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut bien se dire, c'est évident, il y a des grossesses qui se passent très bien. Bien sûr qu'il y a des grossesses qui se passent très bien, il faut le savoir aussi. Hein. Je ne suis pas là pour parler négatif, mais je vous fais part de mon expérience. Et c'était une expérience extrêmement traumatisante pour moi, du début à la fin. Hein. Et j'envisage de vous faire une vidéo sur l'après encore. Donc des retours à la maison, enfin en tout cas chez mes beaux-parents, parce que c'est là où on avait acheté une maison en fait. À ce moment-là, on avait déjà acheté notre maison, mais nous n'avions pas encore les clés à ce moment-là. Si on avait déjà les clés, si, mais on n'était pas encore rentré dedans. Donc du coup, voilà, il n'y avait rien prêt pour revenir à la maison. Et je vais vous évoquer, si ça vous intéresse en tout cas, l'après, comment ça s'est passé, comment j'ai géré tout ça émotionnellement parlant, jusqu'où ça a été au niveau mental, au niveau physique, parce que ça aussi c'est une épreuve, l'après-accouchement, l'après-grossesse, c'est aussi un moment qui n'est pas facile à vivre. Pour certaines femmes, il y en a chez qui ça se passe très bien, et il y en a chez qui ça ne se passe pas bien. Et malheureusement, j'ai pas eu de bol à ce niveau-là. Donc je compte vous en parler aussi. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous en tout cas dans une prochaine vidéo par rapport à ce sujet. Évidemment dans d'autres vidéos, encore ASMR, d'autres vidéos vlogs. C'était la toute première, comme je vous ai dit, vidéo face cam avec une voix tout à fait normale, dans laquelle je vous ai parlé d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et je voulais vous faire part de mon expérience, comme dit. Mais c'est pas parce que j'ai vécu ça que vous allez le vivre. Mais si jamais ça vous arrive, dites-vous que vous n'êtes pas la seule. Et voilà, il faut que votre moitié, en tout cas vos proches, soient avec vous. Parce que c'est important, il faut être soutenu et faire avec. Voilà, il n'y a pas le choix. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux futures mamans. À celles qui vont bientôt accoucher ou qui ont récemment accouché, ou en tout cas les mamans de façon générale. Si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, même de puériculture, pourquoi pas, si ça peut vous faire plaisir. Dites-moi si vous avez besoin d'un sujet en particulier, comme ça, face caméra, hors ASMR, s'il y a des sujets que vous trouvez pertinents, pour lesquels je peux discuter, hein, pour lesquels je peux parler de ça avec vous, lancer des débats. Voilà, donc j'espère que cette vidéo grossesse, après-grossesse vous aura plu, hein, vous aura quand même bien informé en tout cas. Et je vous dis, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer de mon expérience, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et des bisous, bye.